Merci Flore pour l'invitation. C'est un sujet passionnant. Et donc moi je suis chercheur en économie au CNRS dans un centre qui s'appelle le CIRED. Merci. Le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement qui a fêté récemment ses 50 ans. Donc à peu près l'âge du principe pollueur-payeur si je comprends bien. Euh, pour cette première session, euh, Flore m'a demandé d'intervenir sur le thème: le principe pollueur-payeur est-il l'expression de la rationalité économique? En toute transparence, je remplace en fait Nathalie Bertha, qui est enfin, enseignante et chercheuse en économie, mais spécialisée en histoire de la pensée économique, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais essayer quand même de faire de mon mieux. Euh, oui, je précise aussi que outre ma casquette de chercheur, je suis par ailleurs président d'une association qui s'appelle le Réseau Action Climat France et qui regroupe les principales associations françaises qui sont impliquées dans la lutte contre le changement climatique. Alors, j'aurai 5 points, mais je vais d'abord commencer par définir ce que j'entends par rationalité économique dans ce qui va suivre, puisque ça fait partie de la question. Euh, J'entends ça comme le fait d'atteindre un niveau de réduction des atteintes à l'environnement donné avec la plus faible perte d'utilité possible, ce qui veut dire au moindre coût, en tout cas si on laisse de côté provisoirement la question de la distribution du revenu, sur laquelle je reviendrai. Alors, donc j'aurai 5 points. D'abord, est-ce que le principe pollueur-payeur vient de la rationalité économique? Je dirais oui, mais pas seulement. Pour moi, il y a deux sources, en fait, derrière le principe pollueur-payeur, qui renvoient chacune à peut-être des deux sources du libéralisme classique. Là, je m'inspire de l'économiste et historien Francisco Vergara, qui est disparu cette année, et qui a écrit un bouquin intitulé d'ailleurs Les fondements philosophiques du libéralisme, dans lequel il explique que, selon lui, il y a deux sources philosophiques au libéralisme. D'une part, l'utilitarisme, donc la recherche du plus grand bonheur du plus grand nombre. Hein, les noms qui viennent à l'esprit, c'est Jeremy Bentham, philosophe, John Stuart Mill. Et ça a été la principale base philosophique de l'économie, la discipline économique, enfin c'est toujours d'ailleurs. Et puis, la philosophie du droit naturel qui a donné la Déclaration des droits de l'homme et beaucoup d'autres choses. Bon, ces deux fondements parfois convergent, parfois pas. Mais moi, il me semble que les deux inspirent le principe pollueur-payeur. Alors, en économie, ce qui est, comme je le disais, hein, la base normative principale, c'est l'utilitarisme. Flore l'a rappelé, l'idée du principe pollueur-payeur en économie vient de l'économiste britannique Arthur Cecil Pigou. Euh, Donc l'idée elle est simple. On a des externalités, c'est-à-dire que certains agents vont prendre des décisions qui vont avoir un impact positif ou négatif sur le bien-être d'autres agents sans que ces derniers n'aient eu leur mot à dire, ce qui n'est pas le cas lors d'un échange marchand normal ou d'un échange d'ailleurs même non marchand. Et ça justifie une correction. Donc, techniquement, on n'est pas à l'optimum en économie, on est à l'optimum de Pareto, c'est-à-dire qu'il est possible d'améliorer la situation d'au moins une personne sans dégrader la situation d'une autre. Bon, comme Flore l'a dit, la manière dont Pigou proposait de rétablir cette optimalité, c'est à travers une taxe sur les pollueurs. Ça a été remis en cause, ou en tout cas critiqué à partir de 1960 par Ronald Coase, donc un économiste qui a d'ailleurs eu le prix Nobel. Coase n'est pas vraiment le père des marchés de quotas. C'est peut-être un peu le grand-père ou l'oncle, enfin, il a fourni une justification, mais surtout Coase a présenté le problème comme symétrique. On a le pollueur, on a le pollué,
alors, ok, le pollueur a un impact sur le pollué, c'est dommage, mais si on empêche le pollueur de polluer, bah, du coup, c'est le pollué qui a un impact sur le pollueur, et il n'y a pas de raison de privilégier l'un plutôt que l'autre. Et donc, à côté de ce principe pollueur-payeur, selon cause, peut exister un principe qu'on peut dire pollué potentiel payeur. Je dis pollué potentiel parce que normalement, à la fin, soit il est plus pollué, soit en tout cas, il est moins pollué. Euh, et cause nous dit, bon, il n'y a pas de raison de privilégier l'un plutôt que l'autre, faut voir au cas par cas. Ce qu'il faut, c'est que l'État fixe des droits de propriété, qu'on sache qui a le droit de faire quoi, et ensuite les deux peuvent négocier. Euh, et après, il n'y a pas de raison de dire c'est au pollueur de payer, ça peut très bien être au pollueur potentiel de payer pour empêcher le pollueur de payer. Bon. Et ça ensuite, ça de justification bon, ça a été à certaines politiques publiques, hein. Euh, dans quelle mesure est-ce que ça tient la route? Ben, qu'à moitié. Dans des cas très simples où on a très peu d'agents en présence, ça peut se défendre. Mais bon, d'une part, c'est quand même contradictoire avec la notion de droit du côté droit naturel, euh, qui implique quand même qu'on a le droit de vivre dans un environnement sain ou en tout cas être compensé si ce n'est pas le cas. Et certaines mises en œuvre du principe pollueur-payeur ne peuvent pas être comprises sur une base purement utilitariste, en particulier quand on parle de dommages passés, puisque bah, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est pas là une question d'efficacité économique au sens basée sur l'utilitarisme. C'est vraiment une question de justice basée sur une notion de droit qui est indépendante de ça. Récemment, dans les négociations internationales sur le changement climatique, a été adopté un fonds sur les pertes et dommages, y compris pour des émissions passées. Bon, les émissions passées, on ne peut pas revenir dessus. Donc, est-ce que pour autant, c'est pas justifié? Non, mais c'est justifié au nom d'autre chose que l'utilitarisme. Donc ça, c'est une première critique de l'approche de cause. Une deuxième, c'est qu'en pratique, dès qu'on a beaucoup d'agents en présence, on ne peut pas compter sur une négociation à la cause. C'est simplement ingérable. Et quand on essaie d'appliquer ce principe pollué potentiel payeur, et on le fait beaucoup en politique publique, sans toujours le dire, ça génère des effets pervers qui, là, d'un point de vue économiste, utilitariste, sont néfastes. Je m'explique. Dans beaucoup de politiques environnementales, on subventionne les gens, les pollueurs, pour qu'ils polluent moins. Ça, c'est quelque chose que les économistes en général critiquent. Euh, Pourquoi? Bah parce que en pratique, c'est facile de faire des subventions pour favoriser des solutions qui sont moins polluantes, mais c'est très difficile de faire des subventions pour favoriser les solutions les moins polluantes. Par exemple, vous avez des externalités négatives nombreuses et importantes dues au transport. Bah, c'est facile de faire des subventions pour que les gens prennent les transports en commun plutôt que la voiture. Le transport en commun pollue moins que la voiture, mais il pollue quand même. C'est moins facile de faire des subventions pour que les gens habitent à côté des endroits où ils ont besoin de se déplacer, par exemple leur lieu de travail. Et donc, en général, on va subventionner la voiture électrique qui pollue, mais moins que la voiture thermique, ou les transports en commun, je l'ai dit. Mais en général, enfin très souvent, en tout cas, on va rater la manière de subventionner les solutions les moins polluantes, alors que le principe pollueur-payeur, bah, il présente cet avantage. On fait payer tout le monde en fonction des externalités. Je reviendrai sur le chiffrage de ces externalités. Et du coup, on favorise vraiment les solutions les moins polluantes. Euh, autre exemple, dans les marchés de quotas, on a distribué gratuitement les quotas dans quasiment tous les cas, en tout cas au démarrage des différents marchés de quotas qui ont existé dans le monde. Et ça génère des effets pervers. Ça génère des effets pervers. Pourquoi? Parce que en pratique, si vous étiez un pollueur, que vous aviez une technologie polluante, bon, euh, on met un marché de quotas. Si tout va bien, il y a un prix des quotas qui est assez élevé pour vous inciter à réduire vos émissions. OK?
Mais en même temps, on vous donne des quotas gratuits. En pratique, souvent, si vous changez de technologie, au bout d'un moment, vous arrêtez de recevoir ces quotas, donc bah, vous avez beaucoup moins d'incitation. Et puis, si vous voulez mettre en place une technologie complètement nouvelle, là, vous ne recevez pas de quotas gratuits non plus. Donc, ça casse des incitations à faire des changements fondamentaux dans les techniques utilisées. Par exemple, si vous faites de l'acier à partir de charbon, vous recevez du quota gratuit. Si vous voulez faire de l'acier avec de l'hydrogène, ce qui est une des technologies qui semble de nature à éviter les émissions dans la sidérurgie, vous ne recevez pas de quota gratuit. Ça, c'est mon premier point, un peu long, les autres seront plus brefs, n'hésite pas Fleur, à me couper si je suis trop long. C'est il faut bien distinguer la question du principe pollueur-payeur avec celle de se baser sur l'économie pour valoriser monétairement les externalités. Il y a des méthodes économiques pour estimer la valeur des atteintes à l'environnement, qui sont basées soit sur des préférences, ce qu'on appelle des préférences déclarées, donc en fait on va faire des sondages auprès des gens, combien vous voudriez, vous serez prêt à payer pour vivre dans un environnement plus sain, etc. Soit des préférences révélées, c'est-à-dire on va observer les comportements des gens, on va essayer d'en déduire leurs préférences. Alors, il y a des cas où ça fonctionne bien, mais dans beaucoup de cas, c'est trop compliqué. Et c'est pour ça qu'en France, en particulier, euh, il y a une valeur de l'action pour le climat, donc une valeur de la tonne de CO2, qui s'impose dans les évaluations socio-économiques publiques, mais qui n'a pas été déterminée sur la base de ces méthodes. Elle a été déterminée sur la base d'un arbitrage politique au sein d'une commission, et considérant que ces méthodes étaient trop incertaines. Aux États-Unis, au contraire, il y a un social cost of carbon qui est basé sur des modèles d'optimisation économique avec une fonction des dommages liés au changement climatique. Donc il y a différentes approches comme ça, et c'est assez indépendant du principe pollueur-payeur. Je précise parce que parfois c'est un peu mélangé dans les discussions. Et en particulier, dans les années 70, on a des économistes, en particulier William Baumol, qui ont dit bon, souvent c'est trop compliqué de calculer la valeur de ces externalités, mais c'est pas grave, on décide politiquement d'un niveau et ensuite on peut encore appliquer le principe pollueur-payeur pour atteindre ce niveau tolérable ou juste, ou en tout cas décider politiquement d'atteinte à l'environnement. Euh, alors, troisième point, en pratique, dans quelle mesure il est appliqué est-ce qu'on applique le principe pollueur-payeur ou bien est-ce qu'on applique plutôt le principe pollueur-potentiel-payeur ou encore autre chose? Bah, évidemment, ça dépend des types d'atteinte à l'environnement, mais bon, ça a été dit par l'intervenant précédent dans le cas européen, mais je pense que c'est un peu général. Je pense pas que le principe pollueur-payeur soit dominant aujourd'hui. Dans le cas des marchés de quotas échangeables, euh, dans tous les marchés de quotas que je connaisse, au départ en tout cas, le principe c'était plutôt polluer potentiel payeur, c'est-à-dire qu'on donnait des quotas gratuits pour quasiment tous les quotas. Ensuite, ça a évolué. Et en Europe, on s'achemine vers une généralisation du principe pollueur-payeur, donc les quotas seraient vendus aux enchères et les recettes bénéficieront aux États membres à partir enfin, d'ici quelques années. Bon, si ça se passe comme prévu. Mais déjà, environ la moitié des quotas sont vendus aux enchères. Mais le système, il a démarré en 2005 et c'est seulement depuis 2013 que la moitié des quotas sont vendus aux enchères. Donc ça a pris du temps. Pourquoi ça a pris du temps? Ben, pour des raisons de lobbying politique, bien sûr, de la part des firmes qui sont mises à ce système. Une grande partie des politiques environnementales sont des subventions qui bénéficient aux pollueurs et il n'y a pas forcément un retour en arrière là-dessus. Ce dont on parle aux États-Unis avec la loi IRA et même en France, en Europe en ce moment, pour tout ce qui est industrie lourde, c'est on va faire des subventions massives à l'industrie lourde pour qu'elle réduise ses émissions. Donc là, on est à l'opposé du principe pollueur-payeur.
Et concernant la réglementation, là, on n'est pas vraiment dans le principe pollueur-payeur. On est quand même moins éloigné dans le sens où c'est au pollueur de payer la mise en conformité avec ces réglementations, normalement. Mais en revanche, on ne lui demande pas de payer pour les émissions résiduelles, celles qu'il aura toujours le droit d'émettre. Et puis, encore un cas un peu mixte, c'est le cas des consignes. J'en parle, hein, puisque c'est chose qui est souvent proposée et qui s'est longtemps appliquée en matière de déchets. Un système de consigne, deposit refund en anglais, c'est un peu un mix. C'est-à-dire, au moment où vous allez acheter le produit, vous payez, donc principe leur payeur, et puis au moment où vous le ramenez, on vous rembourse. Donc là, voilà, on est dans un intermédiaire. Euh, j'ai encore deux points, si j'ai le temps. Sinon, je peux en passer un pour tout à l'heure. C'est l'avantage d'intervenir deux fois. Rapidement. Le premier, c'est que c'est important d'avoir en tête ce qu'en économie, on appelle l'incidence fiscale. C'est quoi l'incidence fiscale? C'est l'analyse de qui va vraiment payer le coût d'une politique, in fine. Pourquoi c'est important? Parce que celui qui va vraiment payer le coût, c'est pas forcément celui sur qui est prélevée la taxe. Je prends un exemple. Sur le marché de l'électricité, en tout cas là où l'électricité est, le prix de l'électricité est libre, euh, la valeur des quotas de CO2 a été répercutée aux consommateurs quasiment en totalité, même à l'époque où ces quotas étaient distribués gratuitement aux pollueurs, c'est-à-dire les producteurs d'électricité. Alors, il y a eu des études économétriques qui sont sorties là-dessus autour de 2006, qui ont surpris pas mal de monde, mais c'est totalement logique. Si vous faites une analyse économique de base, même si vous recevez des quotas gratuitement, vous savez que si vous allez faire tourner une centrale à charbon, vous allez devoir utiliser ces quotas. Donc, même si vous avez reçu gratuitement, ils ont ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Donc, vous passez ce coût dans le prix de vente. C'est logique, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça n'aura dû surprendre personne. Ça a surpris beaucoup de gens. D'où le fait que ces quotas finalement été vendus. Ensuite, il y a une réforme du système qui fait que ces quotas ont été vendus aux enchères et non plus distribués gratuitement. Et pour étudier ça, eh ben, il faut faire de l'analyse économique, savoir étudier techniquement les courbes d'offres, les courbes de demande, de manière à savoir qui, in fine, va supporter la valeur de ces taxes ou de ces quotas vendus aux enchères. Là, aujourd'hui, les quotas sont vendus dans l'électricité sont vendus aux enchères, hein, quasiment en totalité. Bon, le prix c'est toujours le consommateur qui paye, mais au moins, ça fait des recettes publiques qui ensuite peuvent être utilisées, on l'espère, d'une manière utile. Et c'est pas le vendeur d'électricité qui se met ça dans la poche et qui voit ses profits augmenter du fait de cette politique. C'était pas l'idée. Et entre parenthèses, cette question d'incidence fiscale, elle se pose aussi sur la question des subventions. Euh, Par exemple, il y a beaucoup de subventions pour l'élevage laitier, ce qui pose question vu que c'est un secteur très émetteur de gaz à effet de serre. Bon, on peut dire oui, mais les éleveurs laitiers, ils sont pauvres et bon, après, il peut y avoir un intérêt à avoir des intérêts à avoir de l'élevage en moyenne montagne en particulier. Oui, mais sauf que ces subventions, elles sont très largement captées en fait par l'aval de la filière et tout l'agroalimentaire et la grande distribution. J'ai vu récemment un article de recherche qui concluait que les deux tiers, quand vous mettez 1 euro de subvention en plus à l'élevage laitier, les deux tiers sont captés par l'élevage de la filière. Or, l'industrie agroalimentaire, ça va. Elle n'a pas vraiment besoin d'augmenter ses marges, elle en fait suffisamment comme ça. Donc, incidence fiscale, ça c'est important de chercher à savoir qui paye vraiment, au-delà de qui est assujetti aux taxes. Et puis, je m'arrête là parce que j'ai atteint mon temps pour cette première partie. Tu nous gardes l'autre point C'est pour ça, la pour être deuxième sûr intervention. Ok, de pouvoir revenir. très bien. Merci beaucoup.